Et du coup, moi, je vais commencer en parlant des études qui ont été faites chez l'homme, en vous parlant, comme l'a dit Mathilde, de l'exposition fétale au cholestérol et son rôle dans le développement des maladies cardiovasculaires à l'âge adulte. Donc, pour introduire le sujet de façon assez grossière, le concept de l'origine développementale de la bonne santé ou des maladies chroniques à l'âge adulte a été développé dans les années 90, donc il y a plus de 30 ans déjà, par le docteur De Barker, qui a pu montrer avec des grandes études épidémiologiques qui ont été faites observationnelles pendant des périodes de famine au siècle dernier, que la dénutrition materno-fétale et périnatale prédisposait aux maladies cardiovasculaires à l'âge adulte. Et finalement, depuis 13 ans, il y a quand même un niveau de preuve important épidémiologique qui s'accumule pour dire que une partie, enfin, les maladies chroniques à l'âge adulte, surtout métaboliques et cardiovasculaires, donc le diabète, l'obésité et les maladies cardiovasculaires, trouvent une origine en partie dans l'environnement en fait périnatal. Et en fait, toutes ces études, elles montrent que finalement, l'environnement fœtal est primordial pour la bonne santé à l'âge adulte. Et c'est pour ça, bon, vous connaissez tous sûrement que, il y a quelques années, en fait, Santé publique France et le ministère de la Santé ont mis en place un très grand programme national qui s'appelle les 1000 premiers jours. Et en fait, c'est un programme de prévention pour les enfants, donc les 1000 premiers jours, ce sont les 9 mois de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et ce programme, c'est pour faire de la prévention des maladies chroniques à l'âge adulte. Et ils expliquent bien, vous voyez, c'est noté en bas, que cette période périnatale, elle est vraiment primordiale pour la bonne santé future de ces enfants. Alors, le focus sur le cholestérol, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, il faut savoir que chez la femme enceinte, le cholestérol augmente tout au long de la grossesse pour avoir des taux les plus élevés au troisième trimestre. Ça augmente environ de 30 à 50% pour couvrir en fait les besoins du placenta et probablement du fœtus où il y a quand même un besoin important d'apport en cholestérol. Et ça, c'est des données, vous voyez l'article qui date des années 80, donc qui sont anciennes, ça fait quand même longtemps qu'on sait ça. Et puis, dans la maladie modèle de l'hypercholestérolémie pure, donc l'hypercholestérolémie familiale, ça, c'est des données dans la forme hétérozygote, on sait que les femmes enceintes ont un cholestérol au début de grossesse qui est très élevé. Donc là, vous voyez, c'est une étude de 2006 qui retrouve qu'en début de grossesse, les femmes HF, donc c'est les deux traits du haut, ici ont un LDL cholestérol en début de grossesse à 2,60 et que ça augmente en moyenne jusqu'à 3,30 g à la fin de la grossesse. Donc là, vous voyez que dans le sang maternel, il y a une hypercholestérolémie très, très importante chez ces femmes qui ont une hypercholestérolémie familiale. Et bon, c'est une diapo un peu indigeste, je vais vous la traduire. En fait, tous les médicaments hypocholestérolémiants, à part les résines, mais qu'on donne quasiment pas, sont contre-indiqués chez les femmes enceintes. Euh, donc, dans le cas d'une hypercholestérolémie qui précède la grossesse, on doit arrêter les traitements et on doit arrêter les traitements même avant que la femme tombe enceinte. Donc, les femmes avec hypercholestérolémie ne peuvent pas être traitées et sont exposées à cette hypercholestérolémie très importante. Donc ça, c'est des données de la FDA. Donc euh, voilà. Ce qui est recommandé actuellement, donc je vous l'ai dit, c'est d'arrêter 3 mois avant l'arrêt de la contraception le traitement hypolipémiant et de les reprendre après l'allaitement. Donc ça fait des longues périodes finalement où la mère va rester en hypercholestérolémie, ce qui est nocif pour elle, mais aussi du coup pour l'enfant. Donc c'est parce qu'il y a des suspicions de tératogénèse pour les statines, mais enfin ça n'a jamais été ça s'est jamais vérifié. Et c'est pour ça qu'il y a 3 ans, la FDA a un peu levé le pied et a dit qu'on pouvait éventuellement utiliser des statines si le rapport bénéfice-risque était important.
Et en France, on a un organisme qui s'appelle le CRAT qui gère tous les médicaments pendant la grossesse. Et on s'adresse au CRAT quand on ne sait pas si on peut laisser un traitement ou pas chez une femme enceinte. Et de la même façon, ils ont levé un peu le pied en disant que si le rapport bénéfice-risque est important, on peut laisser la statine chez les femmes. Mais bon, globalement, il faut retenir que les femmes ne sont pas traitées pendant les grossesses. Alors du coup, je vais rentrer dans le sujet maintenant des données qu'on a chez l'homme entre hypercholestérolémie maternelle et développement de l'athérosclérose chez les enfants. Alors il n'y en a pas beaucoup des données parce qu'effectivement, c'est très complexe à démontrer. Donc il y a deux grands types d'études qui ont été faites. Donc les premiers grands types d'études, c'est des études qui sont faites sur des études d'autopsie en fait de fœtus ou d'enfants qui ont été exposés à des taux de cholestérol élevés chez la mère. Et il y a une autre étude un peu à part dont je vous parlerai aussi par la suite. Et deuxième grand type d'études, c'est toutes les études épidémiologiques où là, on va rechercher si les patients à l'âge adulte ont plus de maladies cardiovasculaires quand leur mère, ils ont été exposés à l'hypercholestérolémie de la mère. Donc là, les premières études, elles ont été faites à la fin des années 90 dans le labo californien là, de Palinsky et Vizum par Napoli sur des morts-nés. Donc là, vous voyez, c'est la première étude qui a été publiée. Donc il y avait 82 fœtus qui étaient morts-nés et donc il y a eu des autopsies et les auteurs ont regardé les stries lipidiques et les cellules, les monocytes macrophages dans l'intima média de la crosse aortique et de l'aorte descendance des fœtus. Il faut savoir que c'est tout petit. Euh, mais voilà. Et dans leur étude, ils retrouvent pour la première fois que, il y a des stries lipidiques dans la crosse de l'aorte et l'aorte descendante des fœtus et que ces stries lipidiques et l'infiltration cellulaire, elle est très corrélée en fait à l'hypercholestérolémie maternelle. Donc c'est la première fois qu'on a des études qui montrent que l'hypercholestérolémie maternelle peut donner des stries lipidiques chez les enfants. La deuxième étude, qui est une grande étude aussi, qui a été faite par cette même équipe et qui a été publiée, pareil, à la fin des années 90, c'est l'étude Félic. Alors là, on n'est pas que chez des fœtus, mais on est chez des fœtus et des enfants, donc plus tard, entre 1 et 13 ans, qui sont décédés pour la plupart d'accidents et chez lesquels il y a eu des autopsies, en fait, à nouveau pour regarder la crosse de l'aorte et l'aorte descendante. Et donc, les auteurs ont pu étudier, faire l'autopsie de 156 fœtus et enfants, et ils ont regardé les lésions athéromateuses de l'aorte. Et en fait, ils ont trié les enfants dans deux groupes. Un premier groupe dont le taux de cholestérol chez la mère, dont ils avaient accès, hein, avant et pendant la grossesse était élevé, et un deuxième groupe où le taux de cholestérol chez la mère avant et pendant la grossesse était normal. Et voilà, ça, c'est leurs premiers résultats qui sont vraiment intéressants. Donc, vous avez ici la crosse aortique et ici l'aorte abdominale. Vous avez les deux premiers histogrammes qui sont faits chez les fœtus et les deux deuxièmes chez les enfants de moins de 3 ans, de 1 à 3 ans. Ce que vous voyez, c'est que chez les fœtus, il y a des stries lipidiques dans la crosse et dans l'aorte descendante et surtout chez les mères qui ont une hypercholestérolémie, parce que ici en blanc, chez les mères qui n'ont pas de cholestérol, que ce soit chez les fœtus et chez les enfants, il n'y a pas, voire peu de stries lipidiques. Et il y a une donnée qui est très intéressante. Ici, chez les enfants, on voit que la localisation change et que les stries lipidiques, elles sont surtout dans l'aorte abdominale et plus dans la crosse aortique. Et une des conclusions des auteurs à l'époque, c'est qu'il pouvait y avoir une régression, et ça, c'est resté en fait dans la tête. Souvent, les gens disent oui, mais il y a des stries lipidiques chez le fœtus, mais ça peut régresser après. Ils ont donc conclu qu'il y avait une régression des stries lipidiques et il pouvait y avoir des changements de localisation. Et puis, deuxième résultat très important de cette étude, vous avez encore à gauche, ici, la crosse de l'aorte, à droite, l'aorte abdominale. En haut, vous avez
la taille de la plus grande lésion et en bas, vous avez toutes les lésions cumulées. Et vous avez les triangles, ce sont les mers normocoles et ici les mers hypercoles. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement une corrélation forte entre ici les lésions de strie lipidique dans l'arche, mais aussi dans l'aorte abdominale chez les enfants issus de mères qui avaient une cholestérolémie élevée et peu chez les enfants qui avaient une mère qui avait un taux de cholestérol normal, que ces lésions, elles augmentent avec l'âge. Donc, il y a des lésions chez des enfants qui ont 13-14 ans. Et ce qui est très étonnant, c'est que les taux de cholestérol n'étaient pas du tout différents entre les deux groupes, c'est-à-dire que tous ces enfants, ils étaient normaux cholestérolémiques. Donc, ces résultats, ils sont importants parce qu'ils venaient rajouter un argument pour dire que ces stries lipidiques, elles étaient vraiment dépendantes et corrélées à l'hypercholestérolémie maternelle, et c'est bien ce qu'ils retrouvaient dans leurs analyses multivariées. Et donc, entre-temps, il n'y a pas eu d'autres études, parce que ces études d'autopsie chez les enfants, autant vous dire que c'est quand même d'une grande complexité à faire pour avoir les autorisations, etc. Et l'autre étude qui est sortie, donc 20 ans plus tard, par toujours Napoli, mais ce coup-ci, il est à Naples, il n'est plus postdoc en Californie. C'est à nouveau une étude autopsique et là, il a recherché, Napoli, une signature génétique. Et donc là, on est encore avec des autopsies de fœtus humains, à peu près 80, pour lesquels ils ont beaucoup de données phénotypiques et biologiques des mères. Et on retrouve, vous voyez à droite, à nouveau que les lésions, les stries lipidiques fétales, elles sont très fortement corrélées à l'hypercholestérolémie des mères. Et leur conclusion, c'est que l'hypercholestérolémie maternelle explique 60% des lésions aortiques fétales. Et dans leur signature épigénétique, ils retrouvent notamment une signature très forte sur la méthylation de SREP-BP2 et moins forte pour d'autres gènes dans les aortes de fœtus nés de mères qui avaient une hypercholestérolémie. Et puis, il y a une autre étude euh, un peu différente qui a été faite, qui est aussi complexe à faire. C'est pour ça qu'il y a quand même très peu d'études là-dessus. Et là, on n'est pas avec des études d'autopsie. On est chez des études, chez des enfants qui sont nés prématurément et qui ont été exposés, quand ils étaient prématurés, à des intralipides. Alors, des intralipides, en fait, c'est des perfusions parentérales de très, très fortes doses de lipides, en fait, pour faire de la nutrition euh, accélérée chez les grands prématurés. Et donc, ça peut durer plusieurs semaines et ça apporte vraiment des très, très fortes doses de lipides. Et donc, les auteurs ont voulu voir si l'exposition à des très fortes doses de lipides dans les premiers jours de vie, ça pouvait conditionner en fait le système cardiovasculaire à l'âge adulte. Donc, toujours avec cette même question derrière. Et pour cela, les auteurs ont inclus 122 personnes qui étaient nées prématurément et qui étaient des jeunes adultes, qui avaient donc entre 23 et 28 ans. Parmi ces jeunes adultes, donc il y en a 18 qui avaient effectivement reçu des intralipides en les premiers jours de vie et ils les ont appariés à des sujets contrôle, nés aussi prématurément et aussi contrôlés à l'âge et au sexe, qui n'avaient pas été exposés aux intralipides. Et ils ont fait faire des IRM cardiaques où ils ont mesuré différents paramètres cardiovasculaires chez ces jeunes adultes. Et donc, ils ont retrouvé qu'il y avait une rigidité aortique qui était beaucoup plus importante chez les jeunes qui avaient reçu des intralipides les premiers jours et que c'était proportionnel en fait au taux de cholestérol circulant chez ces jeunes qui avaient été exposés. Donc, ça sous-tendait le fait que cette exposition précoce aux intralipides, ça pouvait prédisposer quand même, même chez des jeunes, à des anomalies euh, cardiovasculaires et de dysfonction probablement endothéliale. Donc maintenant, je vais passer, donc vous voyez, ça c'était les études, il n'y en a pas beaucoup, hein, autopsie ou exposition précoce aux intralipides. Je vais passer au deuxième type d'études, et c'est la deuxième partie du topo, où là, on est avec des études épidémiologiques. Donc on est chez des adultes.
dans l'hypercholestérolémie familiale, qui est la maladie, je vous l'ai dit tout à l'heure, modèle de l'hypercholestérolémie pure. Et l'idée de l'ensemble de ces études, c'est de voir si, quand on est d'une mère qui a une hypercholestérolémie familiale, on a plus de prédisposition à avoir des événements cardiovasculaires ou de l'athérome que quand la mère n'a pas d'hypercholestérolémie familiale. Donc, l'hypercholestérolémie familiale, très rapidement, donc c'est une maladie très fréquente, une personne sur 300 qui est atteinte dans le monde et qui confère des taux très élevés de cholestérol, 2 à 3 fois la norme depuis la naissance et qui expose à des maladies cardiovasculaires prématurées. Donc en France, dans le registre Effercol, l'âge moyen du premier événement, donc c'est 46 ans. Et donc je vous l'ai dit tout à l'heure, les femmes qui ont une hypercholestérolémie familiale, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas traitées, donc on arrête les médicaments. Donc la première étude qui est assez originale, c'est une étude vraiment, une étude ancienne qui a été publiée bon, il y a 13 ans, mais qui implique une famille, vous voyez, dans laquelle il remonte à 1760. Et donc, c'est une étude hollandaise qui a été faite sur 161 sujets d'une même famille, qui a la même mutation, du coup, d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote, donc avec une transmission là, classique autosomique dominante donc à toutes les générations, avec la même mutation. Et c'est avant la fin des années 80, c'est-à-dire avant les traitements par statine. Donc tous ces patients, enfin l'ensemble de ces patients, enfin de ces gens de cette famille, n'ont pas été traités. Et donc les auteurs ont voulu voir euh, la mortalité, ont voulu étudier la mortalité chez les patients atteints d'hypercholestérolémie familiale selon l'héritage maternel de la mutation ici ou l'héritage paternel de la mutation ici. Et ils ont regardé l'excès de mortalité par rapport à l'espérance de vie à l'époque pour un homme, par exemple. Et ce qu'ils ont retrouvé dans cette grande famille, c'est que l'excès de mortalité, quand la mutation était héritée de la mère, il y avait un odd ratio de 2,2 de décédés plus précocement enfin, je veux dire par rapport à que quand la mutation est héritée du père. Et on appelle ça le ratio de mortalité standardisé, donc par rapport à la population générale. Quand la mutation est héritée de la mère, il y avait 2,5 fois plus de risque de mourir précocement que par rapport à la population générale. Donc, c'est des arguments très indirects, mais bon, assez originaux. Vous allez voir, il y a peu d'études aussi, parce que c'est quand même assez difficile à montrer que l'exposition à un facteur à un moment donné, ça prédispose à des maladies 40 ans plus tard, bien sûr. Et donc ici, vous avez un autre article qui a été publié par l'équipe d'Alexis Bass à Montréal et qui a regardé là, il y avait 725 patients qui avaient une hypercholestérolémie familiale avec une mutation génétique prouvée, s'il y avait plus d'événements cardiovasculaires quand on avait hérité de la mutation par la mère ou par le père. Et ce qu'ils retrouvent de façon significative, même si c'est à la limite pour ici, c'est qu'il y a plus d'événements cardiovasculaires quand la mutation est héritée du père. Et ici à droite, vous avez une courbe de Kaplan-Meier où effectivement, à 50 ans, quand la mutation est héritée du père, les sujets font un événement cardiovasculaire 2 ans plus tôt que quand la mutation est héritée de la mère. Un an plus tard, des résultats contradictoires, là qui viennent d'une équipe espagnole. Donc l'étude est un tout petit peu différente. Déjà, ils ont beaucoup plus de patients, vous voyez, parce qu'ils ont 2000 et des poussières, 2400 patients par rapport aux 700, avec la moitié qui a hérité de la mutation de la mère et de l'autre du père. Alors, elle est un peu différente parce qu'ils ne sont pas tous une mutation génétique identifiée. Donc, c'est difficile de dire ils viennent tous enfin, ils ont tous une hypercholestérolémie familiale génétique. Et là, par contre, l'équipe espagnole ne retrouve aucune différence en fonction de l'héritabilité maternelle ou paternelle dans les événements cardiovasculaires et même dans la sous-population génétiquement confirmée.
Donc, en fait, ces résultats de ces trois études, ils sont tous contradictoires puisqu'ils disent tous une chose différente. Ces résultats, ils sont hétérogènes parce que c'est vraiment, je pense, très complexe. Je vous l'ai dit, de démontrer que l'exposition à un facteur a des répercussions 40 ans plus tard, sachant que c'est une maladie vraiment multifactorielle et que dans toutes ces études, ils ont regardé des événements très, très durs, c'est-à-dire la morbimortalité et les événements cardiovasculaires. Je vois l'heure qui tourne, il faut que je me dépêche. Donc, l'idée qu'on a eue dans Refercol, c'était non pas d'aller voir les événements durs de morbimortalité cardiovasculaire, mais d'aller voir l'athérome infraclinique. Donc, c'est plus sensible en fait que les événements durs. Et pour voir l'athérome infraclinique, on a utilisé un examen cardiovasculaire qui s'appelle le score calcique coronaire, que vous voyez ici. Et le score calcique coronaire, qui est mesuré sur un scanner des artères du cœur, nous donne un chiffre, le score d'Agatson, qui est proportionnel aux plaques d'athérome calcifiées dans les artères. Et ce score calcique coronaire, c'est un excellent euh, marqueur du risque cardiovasculaire avec une très bonne valeur prédictive négative, c'est-à-dire que quand il est bas, le risque de faire un événement est très faible. Et vous voyez que dès qu'il est au-delà de 100, le risque de faire un événement cardiovasculaire s'élève et au-dessus de 300-400, il est vraiment très élevé. Donc, on a regardé dans le registre Refercol si l'héritabilité maternelle ou paternelle de la mutation et donc l'exposition euh, pendant la grossesse auto-élevée de cholestérol quand la mutation est héritée de la mère prédisposait à l'athérome infraclinique. Donc ici, quelques chiffres sur Refercol. Donc actuellement, on a quand même un grand registre avec plus de 10 000 patients qui sont inclus et quasiment 6 000 qui ont une confirmation génétique. Et l'ensemble de ces patients provient de 23 centres participants en France. Donc, cette étude qu'on a publiée l'année dernière, qui a été faite par Florian Moore dans le cadre de sa thèse, a impliqué 1350 patients avec une mutation hétérozygote identifiée et des données sur l'héritabilité maternelle ou paternelle de la mutation. On avait à peu près moitié-moitié pour l'héritage maternel ou paternel de la mutation. Et on a apparié ces patients avec un score de propension, puisque le score calcique, il dépend beaucoup de l'âge, hein, c'est-à-dire que plus on est âgé, plus le risque d'avoir un score calcique est élevé, et du sexe. Le score calcique est plus souvent pathologique chez l'homme. Donc on a apparié à l'âge et au sexe, et on a regardé l'athérome infraclinique chez ces patients. Je vais aller très vite juste pour vous montrer que l'âge moyen de ces patients, vous voyez, c'est très jeune, hein, c'est 45 ans en moyenne et que les deux groupes ont exactement le même bilan lipidique, les mêmes facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a uniquement les antécédents cardiovasculaires précoces qui sont plus élevés quand on a hérité du père, mais ce qui est normal puisque les hommes ont plus de maladies cardiovasculaires et plus précoces. Donc, comme les études des Espagnols, on a retrouvé qu'il y avait le même nombre d'événements cardiovasculaires et le même âge au premier événement cardiovasculaire qu'on ait hérité de la mutation de la mère ou du père. Par contre, et ça c'était nouveau et c'est la première fois qu'on retrouvait ça, le fait d'avoir hérité de la mutation de la mère, ici, ça prédisposait à avoir un score calcique élevé. Donc, les patients qui avaient hérité de la mutation maternelle et donc exposés à l'hypercholestérolémie chez la mère avaient quasiment 2 fois plus de chances d'avoir un score calcique supérieur à 100 et 2,7 fois plus de chances d'avoir un score calcique supérieur à 400. Donc, je vais finir avec cette dernière diapositive pour vous dire que les données chez l'homme, elles sont quand même parcellaires parce que elles sont quand même très complexes du coup à obtenir. C'est évident, hein. Et on n'a que des arguments indirects en fait pour parler du rôle néfaste de l'exposition au cholestérol pendant la grossesse sur les maladies cardiovasculaires à l'âge adulte. Mais pourtant, c'est une question vraiment primordiale parce que euh, si c'est vraiment confirmé, il faudrait absolument traiter les femmes enceintes pendant la grossesse, pas seulement pour leurs artères à elles, mais aussi pour faire de la prévention des maladies cardiovasculaires à l'âge adulte. Et puis, il faudrait également, deuxièmement, considérer que
d'avoir été exposé au cholestérol pendant la vie fœtale, eh bien, c'est un facteur de risque cardiovasculaire supplémentaire et donc il faut le prendre en compte quand on évalue le risque cardiovasculaire de nos patients. Voilà, je terminerai ici. Je remercie tous les investigateurs de Refercol, sans qui on ne pourrait pas faire l'ensemble de ces études, la NSFA qui est promoteur de Refercol et les patients via l'association ANET. Je pense que j'ai encore, Mathilde, quelques minutes pour les questions peut-être. Oui, 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 on a 3 minutes, 5 minutes pour les questions. Alors, j'ai vu personne se manifester dans le chat. Est-ce que c'est parce que le chat ne fonctionne pas bien et tout? Donc, moi j'avais une première question. Est-ce que dans l'étude... Ah bah si, Vincent a une question. Y a-t-il des données sur des enfants d'homozygote FH? Des homozygotes. Pas à ma connaissance. Ok. Mais Vincent a tout à fait raison. Les femmes homozygotes, j'ai même pas vu de données sur les taux de cholestérol, mais on se doute que elles ont une hypercholestérolémie qui est majeure, majeure. On le voit pendant la grossesse et le seul traitement autorisé, c'est les séances d'aphérèse qu'elles font toutes les semaines. Et donc, effectivement, elles se baladent avec des taux de cholestérol qui sont souvent entre 5 mg par litre pendant la grossesse. Mais du coup, si je peux compléter, est-ce que les enfants d'HOF ont plus de lésions aortiques ou vasculaires? Enfin, j'imagine que oui, hein, c'est de manière assez cohérente, non? Eh bien, en fait, il n'y a pas d'études dessus, Oui, Vincent. oui, Ouais. Mais c'est vrai que ça serait intéressant d'aller regarder. Oui. De toute façon, a merci. priori, ces enfants d'homozygote FH, Une ils ont EFH, hérité pardon. ils sont Oui, ils ont hétérozygotes, forcément eux. hérité d'une mutation. Après, il y a une autre question derrière, c'est est-ce que les enfants non HF, mais nés d'une mère hétérozygote, donc exposés au cholestérol pendant la grossesse, mais après, qui sont plus exposés au cholestérol à l'âge adulte, ils sont aussi plus à risque de maladies cardiovasculaires. Je ne sais pas. S'ils ne sont pas challengés par une hypercholestérolémie chez eux aussi, due à une mutation, je ne sais pas s'ils développent plus de maladies cardiovasculaires. Merci. Et il y a une question de Dominique justement qui rebondit sur une question que je voulais poser, c'est comment expliquer l'impact de l'intralipide chez le nouveau-né si en fait il n'y a pas de cholestérol? Ça répond en partie à une des questions. J'avais demandé c'est quoi les intralipides? Il n'y a pas de cholestérol dedans? Dans les intralipides, il y a du cholestérol et des acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. Ouais. D'accord, je pensais que c'était sans cholestérol en fait, c'était essentiellement... Non, puis de toute façon, il y a ça, comme il y a beaucoup d'acides gras dont des saturés, enfin, ça augmente quand même la cholestérolémie plasmatique. Merci. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Sophie. Je suis un peu désolée là, on est obligé de continuer. On pourra peut-être avoir une discussion finale avec tout le monde à la fin. Je vais passer la parole à Laurent qui va aborder vraiment la partie épigénétique. Laurent, tu es là pour Je suis là. partager ton écran. Bonjour. Oui. Alors, vous le voyez en plein écran du coup? Oui, parfait. Ok, super. Du coup, je vais me joindre à Sophie voilà, pour remercier la NSFA pour euh, cette, euh, cette invitation à parler donc aujourd'hui sur la programmation fœtale et les implications plutôt des mécanismes épigénétiques. C'est vrai que la programmation fœtale des pathologies cardiométaboliques c'est quelque chose qui m'intéresse depuis quelque temps, même si je découvre un petit peu plus le domaine de l'athérosclérose spécifiquement depuis que j'ai rejoint l'équipe à la Pitié-Salpêtrière qui est dirigée par Wilfried. Donc je vais passer très vite sur la DOA, puisqu'en effet, c'est des éléments qui ont mis en valeur justement cette possibilité de développer des pathologies métaboliques suite à une exposition fœtale. Et ce sur quoi je voudrais surtout insister, c'est que par rapport à cette période de 1000 jours qui a été
indiqué par Sophie, c'est que parmi toutes les perturbateurs du développement qui ont pu être observés comme ayant un impact défavorable sur le développement de la santé du futur, de la future génération, du nouveau-né, on observe que tout ce qui est impact de la nutrition, donc la malnutrition et tous ces composants ont une place vraiment importante dans cette programmation des pathologies métaboliques, athérosclérose donc inclus. Globalement, si l'athérosclérose en tant que telle n'a pas été beaucoup étudiée percée dans cette programmation, les études sur les pathologies cardiométaboliques d'une manière plus générale ont montré qu'il y avait en fait dans les mécanismes impliqués deux grands piliers de mécanismes impliqués. Le premier pilier, c'est un impact au niveau de l'organogénèse. Et en effet, il a été observé dans les atteintes de nutrition durant la période fœtale des défauts d'hypoplasie permanente en ce qui concerne donc le développement du rein avec les néphrons, les îlots bêta de Langerhans ou le développement des neurones. Donc ça, c'est un premier pilier qui est vraiment important et qui a eu un impact là-dessus, sur le développement des pathologies. Et en ce qui concerne la programmation donc, des pathologies de l'athérosclérose, il a pu être rapporté dans des fœtus de souris APOE knockout une hypoplasie transitoire en cellules endothéliales au niveau de l'aorte, comme vous pouvez le voir ici avec un marquage de CD31 qui marque les cellules endothéliales. Vous avez la quantif ici en dessous, et qui montre donc une hypoplasie au niveau des carotides, ce qui a été rapporté donc, chez la souris à 17,5 jours, donc sur la fin de la gestation, puisque chez la souris, la gestation s'arrête à 21 jours à peu près. À l'âge adulte, on n'observe plus l'hypoplasie de cellules endothéliales chez ces souris. Par contre, il est observé une hypersensibilité de la carotide, notamment, et aussi au dépôt lipidique. Lorsque l'on on pose un collier constrictif au niveau de la carotide, on observe que chez les souris donc, qui proviennent d'une souris à APOE-, on a une hypertrophie de la carotide et du dépôt lipidique. Le deuxième pilier qui permet donc cette programmation des pathologies et qui a été mis en évidence, c'est une programmation de la régulation génique, justement via des mécanismes épigénétiques. Alors là, je vais préciser quelques secondes ce qu'on entend par épigénétique, parce que on voit beaucoup de choses dans les articles. L'épigénétique, elle permet de structurer le noyau, notamment la chromatine, et elle permet, en premier abord, de permettre que un organisme qui est au départ un œuf, monozygotique, va pouvoir transmettre son génome identique à tout un nombre de populations, mais ces sous-populations sont extrêmement différentes dans les phénotypes, de par justement leur différenciation et leur spécialisation qui vont impliquer des mécanismes donc, épigénétiques. Dans la programmation des pathologies telle qu'elle est indiquée ici de ce qui nous intéresse, c'est véritablement comment en fait la génétique et l'environnement vont pouvoir correspondre ensemble par justement ces mécanismes-là pour induire des réponses adaptatives et pouvoir faire en sorte d'avoir des phénotypes extrêmement différents, mais qui ne sont pas forcément liés en fait au développement, à l'organogénèse per se. Donc c'est vraiment un cas un petit peu particulier. Et dans ce cadre-là, donc ce qui a été une des études qui a été montrée chez la souris par Napoli, c'est par le groupe par Napoli lui-même, c'est que la nutrition des femelles LDLR knockout avec un régime riche en graisse et supplémenté en cholestérol pendant la période d'accouplement et toute la durée de la gestation induisait une augmentation des plaques dans la descendance une fois que celle-ci avait atteint l'âge adulte. Ceci par rapport au contrôle.
Et cette augmentation de taille de plaques d'athérosclérose dans la descendance était associée à des perturbations permanentes de l'expression génique dans les aortes. Donc là, par contre, l'expression génique a été étudiée dans des poules issues donc, de descendants mâles et femelles adultes. Et bien que cette exposition au cholestérol ait été arrêtée, on observe un grand nombre de gènes qui sont de manière permanente soit uprégulés ou sous-exprimés dans les aortes, et parmi eux notamment le récepteur alpha aux oestrogènes, l'ASOD, ou des protéines qui sont associées aux régulations épigénétiques telles que Jumanji par exemple. Ces éléments ont pu mettre en évidence, du coup, dans un modèle murin bien contrôlé, que lorsque l'on avait une exposition qui était vraiment transitoire avec un mécanisme, avec une cholestérolémie augmentée chez la femelle gestante, on avait des perturbations vraiment sur le long terme et qui indiquaient, du coup, suggéraient des atteintes épigénétiques. L'épigénétique, je vais pas vous faire un cours dessus parce que je pense que voilà, je n'aurai pas grand-chose à vous apprendre, mais il y a trois éléments importants. Le premier, c'est la méthylation de l'ADN ou l'ajout d'un groupement méthyle sur les cytosines quand elles sont suivies d'une guanine, ce qui donne le nom de CPG dont on entend parler fréquemment, va permettre de recruter des cofacteurs qui vont modifier les histones autour desquels s'enroule la chromatine et de condenser cette chromatine afin de réprimer les gènes. Et à l'inverse, une hypométhylation permet, elle, de décondenser, de relaxer cette chromatine et de permettre la transcription. Le deuxième pilier, c'est les modifications des histones au niveau post-traductionnel. Alors, ces modifications sont un petit peu plus complexes à étudier, complexes à mettre en évidence, puisque, en fait, selon le groupe, la modification qui est appliquée, un groupement acétyl, méthyle, phosphoryle, mais aussi le résidu qui est modifié et le nombre de groupements qui sont ajoutés, vont avoir des effets extrêmement différents sur l'expression des gènes, et ce, que ce soit une modification sur l'histone H3 ou H4. Globalement, si l'acétylation des lysines sur les histones a un effet positif sur la transcription des gènes, la méthylation, par exemple, d'une lysine ou d'une arginine peut avoir au choix un effet qui promeut l'expression ou qui inhibe l'expression du gène selon le résidu. En outre, ces modifications d'histones qui sont extrêmement dynamiques vont avoir une localisation qui va être un petit peu particulière et qui vont aider à la structure du gène, à la reconnaissance en fait de son architecture au sein du chromosome. Et par exemple, nous avons ici la triméthylation de la lysine 4 de l'histone H3, qui est fortement présente sur les gènes qui sont bien exprimés. On va avoir une géolocalisation qui va être vraiment particulière autour du start site, et d'autres histones ont comme ça en fait des localisations qui sont particulières. Le fait d'avoir des modifications qui peuvent être extrêmement dynamiques et qui sont fortement liées à l'activité de la transcription font que il y a peu d'études, j'ai vu peu d'études qui étaient vraiment puissantes sur la programmation la programmation de l'expression des gènes qui pourraient être impliqués dans le développement de l'athérosclérose, si ce n'est un ou deux. Et ce sont des choses qui demandent encore à être vérifiées. Donc, ce sont des choses sur lesquelles je ne vais pas aller trop dans cette présentation, mais dont on pourra parler ensuite en discussion si vous le souhaitez. Le troisième point qui est impliqué dans la troisième mécanisme qui est impliqué dans les modifications épigénétiques et les mécanismes épigénétiques, ce sont les micro-ARN. Donc, les micro-ARN, ce sont des petits ARN monocaténaires d'une vingtaine de nucléotides qui sont extrêmement présents dans le génome, puisqu'il y en a plus de 2600 qui ont été identifiés chez l'homme, et qui prennent un poids de plus en plus important dans la physiopathologie. Et on s'est aperçu que les 2/3 quasiment des ARN messagers posséderaient plusieurs sites de liaison permettant d'être régulés par des micro-ARN.
Alors, les micro-ARN sont présents soit regroupés en pseudogènes, ce sont donc des gènes avec une architecture classique mais qui ne produisent pas de protéines, mais qui nécessitent tout de même l'activation de leur transcription avec une polymérase et une activation via des voies de signalisation, et donc des facteurs extérieurs classiques, ou bien une inclusion un hébergement de ces micro-ARN au sein d'un intron d'un gène classique. Et donc là, dans ce cas-là, l'expression du micro-ARN suit directement l'expression de l'ARN messager et est régulée de la même manière. Ces micro-ARN, une fois qu'ils sont transcrits donc par la polymérase, vont subir toute une étape de maturation et être exportés dans le cytoplasme pour pouvoir agir sur leur ARN cible et fréquemment induire soit une inhibition de la traduction, soit une dégradation de l'ARN messager. De manière intéressante pour la recherche et pour la clinique, c'est qu'une partie de ces micro-ARN peuvent être de manière régulée emmenés vers des voies de sécrétion et être exportés dans l'espace extracellulaire, notamment auprès de microvésicules, mais pas que, et qui peuvent ainsi servir de biomarqueurs prédictifs à plus ou moins long terme sur une évolution de pathologie ou un pronostic à engager. En ce qui concerne le développement de l'athérosclérose, donc les modifications épigénétiques ont évidemment fait l'objet d'un certain nombre d'études et ont pu être mis en évidence selon différentes sources, que ce soit des aortes entières, des cellules endothéliales ou des lignées cellulaires. De la même manière, des micro-ARN, des ARN non codants, ainsi que des modifications d'histones ont pu être associées à l'émergence de développement de plaques d'athérosclérose. On a tous vu beaucoup dans les articles que l'on a pu lire, ce genre de tableau. Il est un peu complexe de pouvoir sortir de là une vue assez résumée et synthétique, parce que la plupart des articles ne trouvent pas les mêmes listes de gènes ou les mêmes listes perturbées par des méthylations d'ADN ou les mêmes micro-ARN qui sont touchés. Et donc, c'est un petit peu compliqué. Ces tableaux ne sont donc pas exhaustifs du tout. Et je n'ai cité là qu'une petite partie de ce que j'ai pu lire cet été pendant la présentation du topo. Ce qui était intéressant pour moi, c'est que sur tout un tas une série d'articles ont pu présenter en partie donc, ces gènes qui ont été observés, plus d'autres tels que le collagène 15, qui a été récemment donc, pointé comme ayant un rôle dans le développement des plaques d'athérosclérose, le récepteur alpha et bêta aux œstrogènes, ainsi que, de manière intéressante, INOS, qui est à la fois observé avec une perturbation de la méthylation de son ADN et des modifications post-traductionnelles de ces histones. INOS, je ne vous le présenterai pas parce qu'il est assez connu comme pour ses activités anti-athérosclérose. Il aurait un rôle notamment dans la relaxation des cellules endothéliales et permettrait donc d'avoir une protection à ce niveau-là du développement des plaques d'athérosclérose, notamment en partie précoce. J'ai choisi de vous présenter plutôt un petit peu plus le collagène 15, dont vous avez la structure ici, mais dont les études de mécanismes suite à cette révélation donc, dans son association avec le développement des plaques d'athérosclérose ont pu mettre en évidence qu'en effet, au niveau du promoteur de ce gène, on observe une déméthylation qui est visible avec la sénescence réplicative in vitro. Et quand on prend ce gène et qu'on fait une invalidation de ce gène chez des souris ApoE-, on observe que son invalidation inhibe le développement des plaques d'athérosclérose, comme vous pouvez le voir ici dans l'aorte descendante par rapport à une souris wild-type, et ici au niveau du tronc brachiocéphalique,
où vous avez une plaque d'athérosclérose qui est moins développée chez les souris ApoE-, par rapport aux souris wild-type suite à un régime high-fat diet. Au niveau des récepteurs aux oestrogènes, donc l'IR-alpha, donc lui est très exprimé dans les cellules endothéliales spécifiquement, donc il y est hypométhylé, alors que dans les cellules musculaires lisses qui sont juste à côté, il sera hyperméthylé parce qu'il n'y est pas présent. On observe pour ce gène une augmentation de la méthylation au niveau de son promoteur, au niveau des plaques et avec l'âge. Et pour son rôle antioxydant et surtout anti-athérosclérose, il aurait un rôle peut-être plus dirigé dans les phases précoces du développement de l'athérosclérose. Ça peut être mis en évidence par des souris double mutantes et knockout pour l'IR-alpha et la POE, mais également, donc ça au niveau des cellules endothéliales, mais également en lien avec le système immunitaire, probablement en lien avec la cicatrisation, et donc ça a pu être pointé avec les doubles mutantes RAC2 et LDLR, ainsi que la POE d'ailleurs, pour ces souris. IR-bêta, à l'inverse, serait plutôt exprimé dans les cellules musculaires de l'aorte, avec une méthylation qui est aussi présente au niveau des plaques, mais qui par contre ne semble pas bouger avec l'âge. L'IR-bêta a été observé chez l'homme. C'est un article qui est cité fréquemment, mais quand on regarde, en fait, c'est un case report avec un individu de sexe masculin et un individu de sexe féminin, mais dans lequel on a une méthylation du promoteur d'IR-bêta dans les plaques par rapport aux zones qui sont adjacentes, que ce soit dans l'aorte ascendante ou carotide commune, chez l'homme et chez la femme. IR-bêta chez la souris aurait été suggéré pour avoir un rôle peut-être plus tardif, donc grâce au double mutant IR-bêta ApoE, notamment dans la mise en place des plaques fibromusculaires. Et le rôle des mécanismes épigénétiques dans cette transcription d'IR-bêta avait été bien confirmé par des inhibiteurs in vitro, des expositions de cellules musculaires avec l'azacitidine ou le TSA. Ce sur quoi je voudrais plutôt pointer aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez fréquemment visible lorsqu'il y a des mécanismes épigénétiques qui sont en place, c'est les fonctionnements en réseau. Et quand on regarde en fait ces éléments de gènes qui sont altérés, SREBP2, P66 et MIR33, on s'aperçoit en fait qu'ils ont un fonctionnement en réseau. Pourquoi? SREB2 a été associé donc, à l'hypercholestérolémie familiale. Donc, Sophie vous a présenté tout à l'heure l'augmentation des lésions qui étaient corrélées à l'hypercholestérolémie chez la mère. Et lorsque l'on prend on étudie la méthylation de SREBP2, on s'aperçoit que cette méthylation est aussi corrélée au niveau de cholestérolémie maternelle. SREBP2 contient dans son intron un MIR33, donc le MIR33A, et ce MIR33 a été rapporté comme régulant le métabolisme des lipides, la biogénèse des HDL et la sécrétion des acides biliaires au niveau hépatique, donc impliquant du coup un rôle dans l'homéostasie du cholestérol. Au niveau des plaques d'athérosclérose, les données ont également montré que dans les macrophages, le MIR33 avait également un rôle sur le cholestérol et qu'il participait notamment à la régulation des efflux par une inhibition, notamment des gènes ABCA1 et ABCG1. Ce réseau dont je voudrais un petit peu parler, c'est donc lié à cette fonction. En effet, dans les cellules endothéliales et cellules musculaires de l'aorte, SREB, qui permet donc la production de MIR33, est stimulé par la production de radicaux libres, les ROS, et l'inflammation locale.
Et donc, cette inflammation et ces roses vont augmenter la transcription de SREB et vont donc aboutir à une augmentation de l'expression du MIR33. Pour les études qui ont été faites, il a été difficile de faire la différence entre MIR33 et 33B, qui sont exprimés par SREB2 et SREB1, parce qu'ils ont la même séquence. Au niveau de ces cellules musculaires et endothéliales, MIR33 est connu pour promouvoir la fibrogénèse locale. Mais cependant, MIR33, en fait, a une action reportée pour une inhibition de la traduction du facteur de transcription ZEB1, qui régule l'apoptose. Et parmi les différentes actions de ZEB1, une de ces actions est de inhiber la traduction de l'expression de MIR200. Et donc, dans le cadre d'une augmentation de MIR33, on se retrouve en fait avec un cercle vicieux d'inhibition de ZEB1 qui inhibe MIR200 mais qui inhibe lui-même ZEB1. Et au final, on va se retrouver avec une augmentation du MIR200. Cette augmentation du MIR200, pour être bien complétée, est également stimulée par les radicaux libres. Et donc, cette MIR200 est connue pour inhiber la sirtuine 6, qui va aboutir à une promotion de la polarisation des macrophages en type M1 et donc une augmentation de l'inflammation locale. MIR200 va aussi inhiber la glutamine transférase, qui va aboutir ainsi à la promotion de l'inflammation induite par l'hyperglycémie. Comme les micro-ARN fonctionnent de manière en réseau, cette inflammation-là est également régulée de la même manière par les micro-ARN 146 et LED7 qui ont été observés comme étant modulés dans les plaques d'athéro. MIR200 va agir au niveau de SIRT1, pour compléter le tableau évidemment, qui va aboutir à une diminution de la transcription de INOS, dont les rôles dans l'athérosclérose ne sont plus à faire, mais également des défenses contre les radicaux libres au niveau des cellules endothéliales par la baisse de la SED et de la catalase. Enfin, MIR va inhiber la traduction de P66, qui va du coup aboutir à une augmentation au niveau de la membrane cellulaire des NADPH oxydase et au niveau mitochondrial de la cytochrome C binding protein, et qui sont tous deux en fait des générateurs de radicaux libres, et qui vont donc s'associer avec cette baisse des défenses à une forte augmentation des radicaux. On a ainsi un système qui fonctionne en réseau avec la présence de MIR à différents points cruciaux et stratégiques, ainsi que la présence de gènes qui sont extrêmement importants pour le développement de l'athérosclérose, qui vont être modulés par une méthylation de l'ADN, notamment INOS, P66, que vous avez vu dans le tableau, ainsi que SREBF2. Et donc, on a quelque chose qui fonctionne de façon tout à fait cohérente et en équilibre entre les modulations de la méthylation de l'ADN et les modulations des micro-ARN. Par rapport aux histones qui sont très dynamiques, donc j'ai fait l'impasse aujourd'hui, la méthylation de l'ADN offre des modifications qui sont stables et donc plus faciles à mettre en évidence pour l'athérosclérose et dans les mécanismes de programmation in utero des pathologies adultes. Et les micro-ARN ont, quant à eux, en fait, le bénéfice de pouvoir être potentiellement observables et mesurables dans le sang et notamment de servir de biomarqueur. Donc, je vous remercie de votre attention et puis je voudrais remercier fortement toute l'équipe SLIM de la Pitié-Salpêtrière que j'ai fortement embêté durant ces mois pour pouvoir, en posant tout un tas de questions, et arriver à maturer cette présentation. Je suis prêt à répondre donc aux questions que vous aurez. Merci. Merci beaucoup, Laurent. C'est effectivement pas simple du tout, hein. Même s'il y a des réseaux et que
C'est des voies très intéressantes. C'est un petit peu compliqué. Moi, j'avais une question. Quel est le rôle physiologique des micro-RNA qui sont dans les vésicules de sécrétion? Donc, ils vont se retrouver à l'extérieur de la cellule, hein. Initialement, ce que l'on pensait, c'est que les micro-ARN que l'on retrouvait dans le compartiment extracellulaire étaient en fait des déchets, des excrétions, et qui en fait pouvaient à la rigueur servir de biomarqueurs, mais dans un sens où illustrer ce qui se passait dans la cellule. Ce dont on s'est rendu compte dernièrement, c'est qu'en fait, ces micro-ARN ne sont pas excrétés dans les compartiments extracellulaires, mais ils sont sécrétés et ce de manière régulée. Donc, ce n'est pas parce qu'un micro-ARN est extrêmement présent dans la cellule endothéliale que l'on va le retrouver sécrété de manière extrêmement présente dans le milieu extracellulaire. C'est vraiment quelque chose qui va être finement régulé, notamment par des protéines de liaison aux ARN. Euh, et donc, un certain nombre d'études se sont lancées un petit peu pour essayer de comprendre justement ce qu'il en était. Et globalement, ça a été plutôt observé avec l'insulinorésistance, c'est que ça servirait de communication interorganes. Donc, un peu à la manière d'une hormone, il y aurait des communications, donc locales, évidemment, parce que les vésicules vont partout, sur les cellules qui sont autour, mais également à longue distance. Donc, ça veut dire que ces vésicules pourraient être intégrées par d'autres cellules et les micro-ARN allaient se fixer sur des ARN dans d'autres cellules. Totalement. Donc, dans le tissu adipeux, il a été observé que les micro-ARN qui étaient sécrétés pouvaient agir sur les adipocytes voisins, les macrophages résidents, mais également agir au niveau du foie et du muscle, donc très loin, et réguler la signalisation de l'insuline dans ces organes malgré la distance, et avec un effet visible. Et donc, est-ce qu'il y a des pistes thérapeutiques pour cibler certains miRNA ou le fait que finalement ils fonctionnent en réseau, ça va être un petit peu compliqué d'en cibler un seul sans casser Euh, tout le réseau, quoi. Non? Alors, je ne sais pas si Khadija va parler pour la partie thérapeutique des micro-ARN. Dans certaines pathologies, il y a des études sur des éponges, des ARN qui vont absorber les micro-ARN ou au contraire en rajouter. Mais c'est quelque chose qui, pour l'instant, en fait, n'est pas encore très développé à mon sens. On s'en sert plutôt comme biomarqueur, soit pour une stratégie de réponse, soit pour un pronostic d'évolution. Euh, il y a par exemple, là, cette année, le micro-ARN 6821 qui a été rapporté comme étant associé à la calcification. Et donc potentiellement aider au pronostic des premiers événements cardiovasculaires. Donc pour l'instant, c'est plutôt du biomarqueur. La régulation des micro-ARN, c'est euh, pas encore ça. D'accord. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce qu'il y a je vois pas de questions dans le chat pour l'instant. Peut-être qu'elles viendront après la présentation de Khadija, à qui je passe la parole tout de suite. Est-ce que tu peux partager ton écran, s'il te plaît? J'arrive. Super. Alors, est-ce qu'on voit ma diapo? Très bien. Euh, Tout d'abord, bonjour à tout le monde et puis merci beaucoup Mathilde de m'avoir associée à ce webinaire et merci à toutes les présents qui sont ici pour nous écouter. Juste pour rapidement rebondir sur la question de Laurent, disons, est-ce que je parlerai du Mirana? Je te rejoins complètement, Laurent, qu'effectivement, c'est plus
actuellement utilisés comme biomarqueurs. Moi, je vais présenter des données, mais essentiellement des données de laboratoire. Mais franchement, à ce stade-là, dans lequel on a vu des modifications de Mirena, mais à ce stade-là, mais voilà, le tableau n'est pas du tout clair. Donc après ces deux brillantes exposés, donc cliniques et très fondamentales et mécanistiques de Laurent, moi, je vais Excuse-moi, Khadija, tu peux mettre... Ah oui, tu y vas. Ok. voilà, j'y vais et je vais faire peut-être avec mon pointeur. Voilà. Donc voilà, sur la même thématique, je vais prendre quelques exemples de traitements chez le modèle animal. On a bien compris, d'après l'exposé de Sophie, qu'on est aujourd'hui en clinique un peu loin de manipuler et de traiter la femme enceinte parce qu'on sait très bien effectivement que c'est une période très critique. Néanmoins, au niveau modèle animal, il y a pas mal de données voilà, qui restent aussi un peu à bien creuser au niveau épigénétique et au niveau mécanistique. Juste en lien avec mon topo, je ne vais pas m'attarder sur ce schéma-là que peut-être tout le monde a partiellement un peu en tête sur le métabolisme des lipoprotéines qui permet de garder une homéostasie lipidique qu'on sait très en lien avec le développement de l'athérosclérose. Et juste pour dire aussi que donc, cette homéostasie implique beaucoup d'acteurs, des lipoprotéines, des enzymes, des récepteurs, des protéines de transfert. Et donc, l'intégrité de ces protéines peut être impactée, comme on a vu des exemples avec Laurent, peut être impactée par la programmation intra-utérine et donc modifier l'expression de ces protéines. Donc, moi en particulier, je vais avoir des éléments qui parlent de ce qu'on appelle la voie de transport inverse du cholestérol, qui permet d'acheminer le cholestérol vers le foie pour le transformer en acide biliaire et l'éliminer. Et donc, rien que cette voie, bah, elle est tellement complexe et fait intervenir des acteurs dont l'intégrité est importante. Donc, voilà. Après, donc, on peut avoir une perturbation de cette homéostasie lipidique parce que notre alimentation n'est pas en adéquation avec notre métabolisme et on peut entraîner une hypercholestérolémie, souvent modérée dans ce cas-là, mais on a les causes génétiques que vous connaissez tous et qui permettent effectivement tous d'aboutir au développement de l'athérosclérose. Alors, ce travail-là, je reprends juste ce travail-là. Laurent en a parlé très rapidement, mais moi, pareil, qui montre un petit peu le lien direct entre l'hypercholestérolémie pendant la gestation et donc le développement de l'athérosclérose dans la descendance. Donc, c'est un travail de l'équipe de Napoli. J'aurais pu tout à l'heure en parler de cette équipe. Donc, dans cette étude, il y a eu donc deux groupes. Un groupe qui a reçu pendant la gestation un niveau de cholestérol de 0,075%, peu importe, et puis un autre 1,25. Et on a bien sûr le groupe contrôle et on voit effectivement que on va augmenter la cholestérolémie pendant la gestation et aussi la triglycéridémie. Parallèlement, bah, quand on regarde le développement de plaques d'athérome chez la descendance, on voit qu'on a effectivement une augmentation significative de ces plaques d'athérome au niveau de l'aorte pour les deux niveaux d'enrichissement cholestérol chez la mère, chez les souris gestantes. On est dans la souris LDLR-. Donc, après un balayage de plusieurs gènes avec microarrays, ils ont pu quand même sortir et focaliser sur quelques gènes qui montrent qu'ils étaient effectivement up-régulés et que ce sont des gènes qui sont en lien avec l'homéostasie vasculaire et donc qui peuvent être
au lien avec le développement de l'athérosclérose. Avant de passer effectivement au traitement, un autre modèle, cette fois-ci la souris APO moins. C'est un travail qui a été réalisé à l'unité où je travaille, l'unité physiopathologie des adaptations nutritionnelles, dans lequel on a joué sur le génotype de la mère, soit elle est hétérozygote, soit elle est homozygote, le père étant tout le temps hétérozygote, et on a pu comparer par cette stratégie expérimentale des souris qui sont des descendants qui sont moins de mères normocholestérolémiques ou moins de mères hypercholestérolémiques. Là encore, donc le père, il est toujours identique dans les deux groupes. Donc, on vérifie bien que chez les mères hypercol, bah, on a une augmentation de col, enfin, ils sont vraiment hypercol et par le profil lipoprotéique, c'est typiquement celui d'une souris APO moins. Alors, regardez pas toutes les comparaisons parce que c'est une diapositive qui montre à la fois une comparaison entre sexe mâle et femelle et entre descendance mâle de mères normaux ou de mères hypercols. Mais pour faire juste rapide, je vais vraiment la résumer. Donc, on a étudié chez la descendance à 18 semaines et à 25 semaines le développement d'athérosclérose et on voit que les femelles avaient des augmentations de plaques d'athérome à 18 semaines et qui persistent à 25 semaines. Chez les mâles, nous n'avons rien vu, que ce soit à 18 semaines ou à 25 semaines. Donc, en lien avec ce que je viens de dire, donc on a donc ces lésions aortiques qui sont importantes donc chez les descendants de mères hypercoles et parallèlement nous avons chez ces descendants avec plus d'athérosclérose, donc à savoir les femelles, une augmentation de triglycérides dans l'aorte et une augmentation de cholestérol, de la concentration de cholestérol dans l'aorte. Alors, pour aller un petit peu plus loin, donc on a vu qu'il y a un effet sexe spécifique. Donc, je sais que c'est une diapositive totalement indigeste, mais juste pour vous dire qu'on a mesuré des acteurs de la voie retour du cholestérol, à savoir les acides biliaires. Et dans les acides biliaires, on a pu distinguer les non conjugués des conjugués et dans les conjugués, on a pu distinguer les tauroconjugués, des acides biliaires tauroconjugués, des acides biliaires glycoconjugués. Alors, quand on regarde bien ces acides biliaires qui reflètent la voie autour du cholestérol, on voit effectivement que chez les mâles, on a une augmentation du pôle total d'acide biliaire. Donc, on peut dire effectivement, bah, voilà, on est en faveur d'une voie retour de cholestérol qui est accélérée. Mais quand on regarde la composition de ces acides biliaires, on est plutôt dans dans un profil d'acide biliaire qui est plutôt on va dire, moins en faveur d'une protection d'athérosclérose. On va plus regarder ici au niveau de 25 semaines. On va oublier les 18 semaines. Et on voit qu'on a beaucoup d'acides biliaires chez les mâles qui sont non conjugués, non conjugués. Et alors que si on regarde au niveau toujours à 25 semaines toujours les mâles, on a une augmentation également de ces acides biliaires qui sont tauroconjugués. Parallèlement, on a fait un certain nombre d'expressions de gènes dans cette étude. On voit rien à 25 semaines, alors qu'il y avait quelques petites modifications, en particulier une augmentation de l'expression de récepteurs LDL
chez les mâles qui ne persiste pas à 25 semaines et on voit plutôt chez la femelle plutôt une augmentation de CYP-SATA1, enfin une diminution pardon, de CYP-SATA1 qui chez les mères issues enfin, la descendance issue de mères hypercoles et qui peut être un peu en relation avec plus d'athérosclérose chez les femelles qui sont descendantes de mères hypercoles. Nous sommes un petit peu dans ce même cas de figure avec le SCARP1 et aussi avec le gène de FXR. Alors, une chose qui a été, donc, on voit qu'il y a des différences d'expression qui sont en lien avec le sexe et de manière nette, la femelle qui avait beaucoup de plaques d'athérome était caractérisée par une concentration de TMAO qui était fortement augmentée chez la descendance femelle de mère hypercole. Donc, juste une parenthèse, le TMAO, il est plus produit chez la femelle que chez la femelle que les mâles, tout simplement parce qu'il est connu que la testostérone, elle inhibe la FOME3 et donc on a moins de TMAO qui est produit chez les mâles. Donc, chez les femelles, on a vu une augmentation importante de TMAO à 18 semaines, mais qui, chez la descendance femelle 18 semaines, et qui ne persiste plus, même si on a une petite tendance, qui ne persiste pas à 25 semaines, ce qui nous laisse dire que peut-être le TMAO, il est plus un facteur ou un marqueur de risque précoce pour le développement de ces maladies. On a voulu aller plus loin, enfin, on a vu aussi qu'il y avait une expression importante de FMO3 chez ces femelles issues de mère hypercole et en faisant une étude de la méthylation du gène de ce FMO3, on avait effectivement qu'il y avait une augmentation de la méthylation au niveau des 3CG qui sont au niveau du promoteur de la FMO3. Donc, cette étude nous a permis surtout de voir qu'il y a plus de risques chez les femelles de développer l'athérosclérose et que c'était lié à cette augmentation de TMAO, pardon. Alors, juste quelques mots sur le TMAO, sa pertinence dans les maladies cardiovasculaires. Là, c'est une étude qui a été réalisée toujours par l'équipe de Palensky, là, et qui montre que j'ai pris juste la partie animale dans cette étude, lorsqu'on supplémente alors je ne vois plus mon titre parce que euh, lorsqu'on supplémente l'aliment avec de la carnitine, alors la carnitine, juste pour information, c'est un précurseur de TMA qui va donner le TMAO. Et donc, on va voir qu'on augmente effectivement la concentration de la carnitine par rapport si on donne par rapport aux témoins. Et dans cette étude, ils ont également donné de la carnitine plus des antibiotiques. Et donc, quand on donne de la carnitine plus des antibiotiques, bah, on métabolise pas la carnitine. Alors, ce qu'ils ont fait aussi dans cette étude, c'est quand ils donnent de la carnitine, on voit parallèlement qu'on a une augmentation de TMA, donc le TMA qui est aussi précurseur de TMAO, et on voit une augmentation importante de TMAO. Alors que dans les groupes dans lesquels on a l'antibiotique, bah, on n'a pas cette augmentation, que ce soit pour le TMA ou pour le TMAO. Donc, c'est concordant avec le fait que la carnitine, du coup, en présence de cet antibiotique, bah, ça ne donne pas de TMA et donc on n'a pas de TMAO. Et en accord avec ça, bah, on voit très bien que lorsqu'on a la carnitine, on augmente les plaques d'athérome, qui sont exprimées également ici sous ce format-là. Et puis, quand on donne la carnitine plus l'antibiotique, on a significativement moins de plaques d'athérome. Alors, toujours dans cette étude,
ils ont fait un certain nombre d'études d'expérimentation pour mesurer le transport inverse de cholestérol. Pour cela, ils ont fait la méthode de radar qui consiste à engorger les macrophages de cholestérol marqués, de LDL marqués, et donc ils injectent chez les différents groupes de souris et mesurer ce transport inverse de cholestérol en mesurant la quantité de radioactivité qui est ou dans le foie ou dans la matière fécale. Et donc, c'est-à-dire que c'est de la radioactivité qui est irréversiblement éliminée et qui est directement synonyme d'un transport inverse de cholestérol accéléré ou pas. Et donc, on voit que quand on donne la carnitine, on diminue le transport inverse de cholestérol. Quand on donne la choline, qui est aussi un précurseur de TMAO, on diminue le transport inverse de cholestérol. Quand on donne donc l'antibiotique, le transport inverse de cholestérol est rétabli, que ce soit pour la carnitine et aussi également la choline. Et dans cette étude, ils ont aussi donné directement dans le régime du TMAO, et lorsqu'ils donnent du TMAO, ils diminuent le transport inverse du cholestérol. Donc voilà, rapidement, différents gènes ont été mesurés, des gènes qui interviennent dans le métabolisme des acides biliaires et dans le métabolisme du cholestérol, et toutes ces expressions concordent avec justement les images des plaques d'athérosclérose. Alors maintenant, qu'en est-il des traitements? Il y a plusieurs types chez les modèles animaux de traitement. Donc, on va trouver les hypocholestérolémiants tels que les résines, les inhibiteurs de la synthèse du cholestérol et les inhibiteurs même de PCSK9. On a des antioxydants, on a des traitements immunologiques. Et puis, on peut avoir également différentes sortes de traitements nutritionnels tels que les acides gras oméga 3 ou la taurine. Excusez-moi juste une seconde. Alors, pourquoi traiter avec la cholestéramine et pourquoi traiter avec la vitamine E? Bien sûr, la cholestéramine, c'est un hypocholestérolémiant, c'est une résine qui va chélater les acides biliaires et empêcher leur absorption, ce qui fait qu'on accélère le cycle entérohépatique et par ce biais-là, on diminue le cholestérol et donc on diminue les LDL, donc le cholestérol. Et pourquoi on essaie de traiter avec la vitamine E? Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on a une hypercholestérolémie, qu'elle soit modérée ou qu'elle soit importante, on a du stress oxydant, on a des lipides oxydés et on a des LDL oxydés. Donc, c'est vraiment corrélé, les LDL oxydés sont corrélés avec le niveau de la cholestérolémie. Donc, comme on est dans un modèle d'hypercholestérolémie, et c'est l'équipe de Napoli avec des lapins qui sont rendus hypercholestérolémiques par un régime, euh, et puis traités avec la cholestéramine et ou la vitamine E. Donc, en diminuant le cholestérol, on peut diminuer effectivement le stress oxydant, mais en combinant les deux, on peut avoir peut-être des effets plus marquants. Alors, dans cette étude, on voit que les mères qui ont été traitées enfin, on voit le groupe contrôle, on voit le groupe contrôle qui a reçu un niveau de supplémentation, enfin d'enrichissement cholestérol dans le régime pour avoir une certaine cholestérolémie et puis pour avoir aussi une cholestérolémie plus élevée. Donc, il y avait deux niveaux, ils ont généré deux niveaux de cholestérol chez les mères enceintes et qui sont ensuite soit contrôle, soit traités à la cholestéramine, soit traités à la vitamine E ou les deux combinés. Et donc, on voit effectivement qu'on augmente fortement la cholestérolémie et cette cholestérolémie elle est encore plus augmentée chez ces mères quand dans le groupe qu'on appelle COL2.
Parallèlement, si on regarde ce qui se passe chez la descendance, je suis très embêtée parce qu'il y a une barre qui me cache que je vois. Ah, elle est partie. Alors, quand on regarde ce qui se passe chez la descendance, à la naissance, l'examen des lésions aortiques montre effectivement qu'à la naissance, on a une augmentation des aires, des lésions aortiques de la descendance des mères avec le niveau 1 de cholestérol et des mères avec le niveau 2 de cholestérol. Donc, à la naissance, les nouveaux nés de lapins, ils ont beaucoup enfin, ils ont significativement de l'athérosclérose au niveau de leur aorte. Ils ont sur un groupe qui n'a pas été sacrifié à la naissance et ils l'ont maintenu pendant 4 mois pour voir sur un régime normocholestérolémique pour voir est-ce que les lésions vont régresser ou est-ce qu'ils vont continuer à progresser. Donc, à 4 mois, on a toujours une augmentation, enfin, un développement d'athérosclérose qui est significativement plus important que ce qui se passe chez le contrôle, mais enfin, on a diminué, pardon, les plaques d'athérome chez ses descendants par rapport au contrôle avec ces différents traitements, mais les lésions étaient beaucoup plus petites que ce qu'on voyait à la naissance. Là, les lésions aortiques étaient très importantes. Donc là, les lésions étaient diminuées significativement, mais elles étaient petites, malgré qu'ils ont constaté dans cette étude que les aortes étaient vraiment beaucoup plus larges à l'âge de 4 mois. Alors, comme ils ont essayé de moduler le stress oxydant via la vitamine E, donc ils sont intéressés dans cette étude à beaucoup de lipides, des lipides qui sont susceptibles à être oxydés. Et donc, ils ont déterminé ces différents médiateurs lipidiques oxydés. Donc, vous connaissez un peu que, enfin, pas développer ça que on est dans un stress oxydant, ben, il y a des lipides qui sont sensibles comme les lipides polyinsaturés qui vont s'oxyder, qui vont transmettre. Il y a toute cette cascade d'oxydation qui se transmet petit à petit jusqu'à atteindre la polyprotéine B, l'oxydé, d'où les LDL oxydés, puis qui sont plus captés par leurs récepteurs. Donc, voilà, donc, ils ont essayé de voir ces lipides oxydés et donc effectivement, c'est des graphes un petit peu denses. Et dans ces résultats montrent effectivement qu'on diminue de manière significative ces lipides oxydés. En particulier, on a ici le linoléique acide qui est oxydé. On a ici donc le MDA qui est un marqueur d'oxydation. On a ici l'acide oléique oxydé, donc voilà, qui sont significativement diminués avec les traitements et encore plus avec le traitement combiné. Et aussi, on a diminué l'ApoB, donc l'ApoB qui est le ligand de LDL. Donc ça, c'était à la naissance. Par contre, à 4 mois d'âge, seul le MDA et puis l'acide oléique oxydé qui reste vraiment diminué. Et donc, on voit que même pour ces métabolites oxydés, bah, on a une empreinte qui reste et qui s'exprime à l'âge adulte. Alors, en lien avec ce stress oxydant et puis avec l'importance de ces LDL oxydés dans le développement de l'athérosclérose, la même équipe a étudié chez le lapin l'effet d'une immunisation avec des LDL oxydés pendant la période périnatale. Et donc, ici, on a différents groupes. On a des groupes qui sont non immunisés, soit normocholestérolémiques, soit hypercholestérolémiques, soit hypercholestérolémiques avec la vitamine E.
ou ce qu'ils appellent marginalisés hypercholestérolémiques, c'est-à-dire, voilà, ils sont soumis à un régime qui est riche en cholestérol et donc ils ont développé une hypercholestérolémie. Donc, ces différents groupes, soit ils sont non immunisés, soit ils sont immunisés avec ces LDL oxydés. Ils ont aussi fait un groupe avec le PBS pour voir s'il y a pas un biais comme un contrôle. Donc, la descendance de ces mères, la descendance enfin déjà, on voit ici le plasma cholestérol de ces mères, donc soit ils sont immunisés ou pas. Et là, on voit la cholestérolémie de la descendance. Donc là, on voit que tous les descendants, qu'ils soient immunisés ou pas immunisés, ils ont la même cholestérolémie. Donc, si on voit quelque chose au niveau de l'athérosclérose, il ne sera absolument pas du tout expliqué par le cholestérol. Euh, Par contre, quand on regarde les plaques d'athérome, bah, on voit effectivement que lorsque les groupes ne sont pas immunisés, on a un développement important de l'athérosclérose. Voilà. Alors que lorsque les groupes, la descendante des mères immunisées, ben, on a une diminution importante des plaques d'athérome avec quel que soit le régime. Effectivement, totalement effectivement significative entre les différents groupes. Donc, quelque part, cette immunisation a permis, a permis à la descendance de développer une stratégie de plus, de moins avoir de LDL oxydé et donc d'avoir moins d'athérosclérose, comme on voit donc dans ces images de l'aorte ascendante, dans lequel on voit effectivement que ceux qui sont immunisés, ben, ils ont moins de plaques d'athérome que leurs correspondants qui sont pas immunisés. Donc ça, c'est vraiment, il y a d'autres études qui montrent que voilà, l'oxydation est quelque chose d'important et donc ce qui quelque part explique pourquoi dans ces études on est parti sur des antioxydants. Et juste pour boucler ou conclure sur cette étude, bah, cette immunisation a permis en particulier d'augmenter donc les immunoglobulines M. Donc, c'est des immunoglobulines qui n'arrivent pas, qui ne traversent pas le placenta, mais enfin, ils expliquent pas, ils n'arrivent pas à expliquer bien ça, à comprendre un peu ce paradoxe. Mais donc, globalement, la conclusion, c'est que avec cette immunisation, on peut développer une immunité adaptative maternelle qui va permettre, enfin, qui va influencer les réponses postnatales des cellules bêta qui vont produire donc ces immunoglobulines M. Alors, je n'ai pas regardé l'heure, j'espère que je ne suis pas. Alors, Il nous reste plus beaucoup de temps, Khadija. d'accord. Ben, je vais pas. Là, après, donc, le plus important, donc, pour moi, et le message, c'est que l'hypercholestérolémie induit un stress oxydant. Donc, on peut traiter avec un hypocholestérolémion et ou avec un, un antioxydant tel que la vitamine E. Mais il y a d'autres études, mais je vais très vite là, d'autres études qui ont traité avec d'autres molécules antioxydantes, avec le resveratrol pendant le resveratrol, c'est un polyphénol qu'on trouve en particulier les raisins et donc le vin rouge. Et on a montré effectivement, cette étude en particulier, ce qu'elle a montré comme mécanisme supplémentaire, c'est que le traitement avec le resveratrol, d'abord, ils ont induit chez la souris à peau au moins une accélération d'athérosclérose avec le bisphénol, qu'on voit ici, le bisphénol, qui va augmenter fortement donc les plaques d'athérome. Et dans un autre groupe, ils ont traité à la fois avec le bisphénol et le resveratrol. Et on voit très bien
apporter le resveratrol contrecarre cette capacité de bisphénol qui est connue pour entraîner des plaques d'athérome chez la descendance. Donc, ce traitement combiné va protéger la descendance de l'athérosclérose. Ils ont mis en amont un mécanisme qui n'est pas très bien creusé, mais sur l'autophagie. Donc, ces schémas-là, ces diagrammes montrent qu'on a eu une augmentation de la capacité autophagique avec le bisphénol, mais visiblement, d'après ces images-là, ils ne vont pas jusqu'à la fusion avec les lysosomes pour permettre à la hôte de faire bien ces différentes étapes d'autophagie et donc de combattre le développement enfin, le dépôt et donc le développement de plaques d'athérome. Donc là, c'est un exemple et selon les auteurs, donc le resveratrol préviendrait la déficience de la fusion entre l'autophagosome et les lysosomes et qui était induite par justement le bisphénol. Juste une étude dans si j'ai le temps encore, une étude et je termine là-dessus, Mathilde. Est-ce que je peux encore? Une petite minute et après on va vraiment être obligé de s'arrêter. D'accord. Alors là, c'est juste toujours dans le stress oxydant, mais par rapport à d'autres molécules. Ici, c'est une étude qu'on a réalisée au laboratoire grâce à une postdoctorante, donc Marine Coué, et c'est la phycocyanine qui se trouve dans la spiruline, qui fait partie de la famille des phycobilirubines. Donc, c'est une molécule très proche de la bilirubine, avec donc la partie protéée. Donc, lorsqu'on a donné cette molécule pendant et la gestation ou la lactation, on a pu mettre en évidence qu'aussi bien les femelles descendants de mères traitées avaient moins d'athérosclérose que les mâles, que les femelles qui sont issues de mères non traitées. Et c'était le même cas chez les mâles. On a aussi vu des mécanismes qui sont sexe spécifiques, avec en particulier, là encore, on retrouve chez les femelles une diminution de TMAO et chez les mâles, on va trouver une augmentation d'acide biliaire essentiellement hydrophile. On a voulu plus creuser ça, donc on a fait une composition du microbiote en utilisant donc le fragment de la DN16S. On n'a rien vu au niveau de l'alpha et de bêta diversité. On n'a pas pu faire de ségrégation entre les groupes. On a même fait donc le gène QT qui permet, c'est un gène bactérien qui permet de transformer par exemple la carnitine en TMA et qui va donner ensuite le TMAO. Donc rien, mais quand on fait des corrélations, on voit qu'il y a des corrélations entre les plaques d'athérome et certaines bactéries, et en particulier aussi entre le TMAO et certaines bactéries comme les bifidobactères. Voilà, je passe, il y a des discussions même sur l'aspect antioxydant selon la molécule, parce qu'il n'y a pas qu'une molécule, il y a la capacité d'antioxyder, mais il y a la molécule elle-même. Donc, on a aussi des données de littérature qui sont un peu contradictoires. C'est un travail ici qu'on a réalisé avec la vitamine E et la cholestéramine chez la souris à peau moi, on converge un peu sur ce qu'elle a trouvé l'équipe de Napoli. Et juste en conclusion, donc, en se basant sur ces études, l'hypercholestérolémie maternelle effectivement augmente la sensibilité de la descendance à développer l'athérosclérose, qui a différents facteurs, le cholestérol, le TMAO, l'immunité, donc plusieurs facteurs qui peuvent être modulés pendant la gestation, qui peuvent affecter la programmation et le développement de l'athérosclérose, et qu'éventuellement, peut-être un jour, on passera à des essais cliniques pour prouver donc l'intérêt de ces molécules en clinique humaine pour protéger donc la descendance.
voilà, j'arrête là. Et merci. Et puis, je pas pour s'il y a des questions. Merci beaucoup Khadija. Un peu désolée pour tout le monde, on a un peu débordé le timing là. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Si j'ai quelques-uns. Ah ben, bravo aux orateurs. Merci Vincent de tes encouragements. Alors, tous ces résultats, Khadija, que tu nous présentes, c'est effectivement chez la souris. On n'est pas encore en train de passer aux essais cliniques que j'imagine chez la femme enceinte sont un peu difficiles à faire, hein. Alors, il y a eu une étude taïwanaise, mais pas plus d'observations avec des statines sur une grande cohorte. Et ils ont vu effectivement que ceux qui prenaient, il y avait peut-être à peu près 400, enfin, ils ont pris une population qui était traitée aux statines et ils avaient à peu près 400 mères qui étaient traitées, enfin, qui étaient très hypercholestérolémiques, qu'ils ont comparé à la population, disons, non traitée. Et ils ont vu que la seule chose qu'ils ont pu voir, c'est que les mères qui étaient traitées, il y avait un risque d'avoir des nouveau-nés avec un petit poids. C'est effectivement quand on est petit poids, c'est comme ça peut constituer un risque de développer de maladies métaboliques. Donc c'est la seule étude que j'ai pu voir. Sinon non, franchement on est un peu loin pour développer pour ce comme le disait tout à l'heure vraiment justement Sophie, on est loin d'avoir des essais cliniques complets là-dessus. Oui, parce que je pense que c'est des conditions qui sont difficiles à mettre en place. Mais les statines pendant la grossesse, je pense, ça avait déjà été montré effectivement. Mais là, la vitamine E, c'est peut-être un peu moins agressif ou même le... Ah oui, la vitamine E, c'est vrai qu'il y avait un essai, mais un vieux essai clinique qui a été arrêté au milieu parce que peut-être il y avait des grandes doses de vitamine E. Et on sait tous que pendant la gestation, le stress oxydant il est aussi important. La gestation, c'est un stress, il entraîne un stress qui entraîne un stress oxydant aussi. Et donc, neutraliser, c'est toute la question là. Chez le modèle animal, on voit très bien que ces antioxydants peuvent entraîner un effet, mais aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'à quel niveau on peut aller dans la dose, parce que si on enlève complètement le stress oxydant chez une personne, en particulier pendant la gestation, bah, ça peut être effectivement très grave, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas d'essai clinique j'ai pas vu d'essai clinique, j'ai vu il y avait un qui a été, mais c'était même pas pour voir ce qui se passe chez la descendance, un vieux essai clinique qui a été arrêté brutalement parce que il y avait même des avortements parce que je pense que les doses étaient très importantes. Si je peux Euh, me écoute, Vous merci. m'entendez? Oui? Ouais, je voudrais juste dire un dernier mot. Je vous rassure, je pense qu'il n'y aura jamais d'essai clinique avec des médicaments chez les femmes enceintes pour voir ce qui se passe 50 ans plus tard chez les gens. Donc, je Oui. pense que ça n'existera pas. Et deuxièmement, effectivement, je confirme, hein, les essais avec les antioxydants chez les hommes, notamment avec la vitamine E ou la vitamine C, pour la prévention des maladies cardiovasculaires, ont tous été sont négatifs ou même ont été arrêtés pour effets secondaires, notamment avec la vitamine C forte dose. Donc voilà. Donc il n'y aura jamais ces essais-là chez les femmes enceintes et je pense qu'on n'aura que des arguments finalement indirects. Voilà. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette précision, Sophie. Merci beaucoup à tous. Khadija, est-ce que tu peux, s'il te plaît, arrêter ton partage? Pardon, excuse-moi. Et je voudrais vous remercier tous les trois pour vos belles présentations, remercier tous les auditeurs qui sont restés jusqu'au bout et ceux qui veulent revoir plus à tête un peu plus reposée ces présentations. Ça a été enregistré et ça va être disponible dès que le montage sera fait et que ce sera sur le site. Vous pourrez retrouver toutes ces présentations. Donc, merci beaucoup à tous. Belle soirée et à bientôt.